C'est parti pour le Club Action où nous avons le plaisir de recevoir à présent Arthur David Boyer, directeur commercial retail chez LFIS Capital. Bonjour Arthur David Boyer. Bonjour. Alors le thème est assez clair de cette interview, les autres façons de s'exposer aux actions. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que on se dit que finalement acheter une action tout le monde sait faire, hein, donc c'est sur les marchés financiers. Chez LFIS, vous avez une technique de gestion un peu différente des gérants de la place, en tout cas des gérants de la place parisienne. Si je résume, et puis vous allez développer, vous vous dites, on a un actif qui est une action, quels sont tous les moyens finalement de s'exposer à la variation de cet actif? C'est exactement ça. En fait, LFIS Capital a la spécificité, ses fondateurs et une grande partie des équipes, on provient des salles des marchés des banques. Donc la société de gestion a des expertises en matière à la fois évidemment de gestion d'actifs, mais également en banque d'investissement, des expertises issues des banques d'investissement et donc une grande capacité à traiter les instruments dérivés et à les intégrer au sein de nos gestions. Les instruments dérivés, c'est les options. Les options, très concrètement. Ouais. Et donc, ce qui peut être intéressant, par exemple, dans un contexte, et on le verra peut-être comme actuellement, les marchés sont un peu hauts, on a envie de s'exposer, on a envie de continuer à prendre le train, mais en même temps, on a envie d'être protégé en cas de retournement. Eh ben, on va faire une gestion qui sera considérée comme flexible, mais qui en fait sera une expo-action accompagnée d'options de protection contre les baisses. D'accord, donc quand vous dites expo-action, c'est que vous achetez l'action en tant que telle? Exactement. Parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on achète une action, en fait, on s'expose à sa hausse et on prend le pari de la hausse, mais il y a d'autres stratégies de marché. Et donc, en fait, non seulement vous achetez l'action, mais vous vous protégez en même temps. Voilà. Et donc, on va être capable de jouer comme ça d'autres scénarios de marché ou d'être pas trop mal ou plutôt bien dans un certain nombre d'autres scénarios. Alors une deuxième façon de faire, un deuxième type de stratégie qu'on a développé, c'est notre gestion type perspective. Elle, c'est encore autre chose. Vous connaissez peut-être le monde des produits structurés. Bien sûr. Oui. Voilà. On en parle souvent ici. On en parle souvent ici. Oui, classe d'actifs très plébiscitée par les particuliers. Et cette classe d'actifs, elle a la particularité de vous dire, vous êtes exposé au marché action, mais on ne parle pas de hausse, on parle d'un objectif de rendement. Hein. Voilà. Et donc, on a développé dans notre gestion perspective un peu cet ADN, c'est se dire qu'on aimerait avoir un objectif autour de 4-5%, d'exploiter les scénarios des marchés actions et pas seulement la belle hausse, la hausse qui finalement va à tout le monde. Non, il y a des scénarios intermédiaires de hausse modérée, de marché en dents de scie, un peu erratique, voire même de légère baisse. Tirer parti de ces marchés également pour générer notre objectif de 3, 4, 5%. Et donc ça, dans un fonds ouvert. Donc on pioche un peu l'ADN de la classe d'actifs produits structurés, mais qu'on met dans une gestion ouverte. Ils le comprennent, les investisseurs, ça, ces stratégies qui sont un peu moins évidentes finalement que l'achat d'une action et où en plus, parfois, on peut avoir l'impression que d'un côté, on achète, de l'autre, on se couvre. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop, on n'a pas de conviction, quoi. Ça requiert beaucoup de pédagogie. Et ça, c'est le gros de mon travail. Hein, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller un petit peu partout en France, expliquer un peu ce qu'on fait, parce que ne nous y trompons pas, les institutionnels ont recours à ces techniques de gestion. Elles sont pertinentes. Pour un particulier, n'oublions jamais, hein, on parle souvent de portefeuille diversifié. La clé pour lui, c'est d'avoir un portefeuille diversifié en termes de scénario de marché. Donc, avoir des solutions qui répondent très bien à la très belle hausse, à la hausse moyenne, à la légère hausse, au marché qui stagne, voire même à la légère baisse. On le rappelle quand même, hein, pour bien comprendre, chez LFIS Capital, vous avez une stratégie dite quant, ou en tout cas une méthode dite quant, donc vous avez une approche non pas de conviction sur un environnement de marché, mais plus mathématique finalement en fait de l'actuel, des indicateurs qu'on peut voir sur le marché. Finalement, il y a énormément de marchés et il y a énormément d'informations à traiter. Donc du coup, on cède des outils informatiques en effet pour traiter toutes ces données. Alors si en plus on sort du monde juste actions, mais qu'on traite les actions sous toutes leurs facettes avec les produits dérivés, c'est vrai que ça demande des outils technologiques pour être capable d'évaluer tous ces instruments en permanence et les différentes opportunités qu'on peut y trouver. Bon, alors, du coup, je pense qu'on ne résiste pas à vous poser la question pour un gérant qui n'a pas de conviction précise de marché, quelle est votre vision du coup du scénario, du contexte actuel? Mais merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à déconnecter. Non, nous ne sommes pas des animaux froids, on observe le marché, on observe des choses et on en tire des conclusions. Alors, c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase exceptionnel de marché, puisqu'on a des marchés qui ne semblent ne plus vouloir cesser de monter, alors qu'on connaît tous la règle, les herbes ne montent pas au ciel.
Et on trouve à chaque fois des gens pour nous expliquer qu'il y a de bonnes raisons pour qu'ils soient à ces niveaux-là. La baisse des taux, l'action des banques centrales, la hausse des taux de profit, certes. Les résultats des entreprises. Les résultats des entreprises. Et puis, on trouve tout un tas d'investisseurs un peu plus pessimistes qui vont nous trouver d'autres raisons pour nous dire qu'il y a des chances que ça se retourne. Nous, notre rôle, on estime que c'est d'aider les investisseurs à accompagner la hausse tout en n'étant pas trop malheureux et en étant assez protégés ou en étant diversifiés en cas de retournement. Voilà, on estime que c'est ça notre mission. Et évidemment, on peut quand même pas faire un point sur les marchés actions sans rappeler que les autorités de marché, la dernière en date, c'est l'ESMA, l'autorité de marché européenne, qui a rappelé vigilance sur les valorisations. Ensuite, chez LFIS, on est assez factuel en fait. On ne met pas trop d'émotion. Donc, par exemple, on regarde la croissance mondiale et la croissance européenne. On entend beaucoup, il y a de l'euphorie, c'est formidable, plus 6%. Oui, c'est plus 6%, mais par rapport à quelle base de l'an dernier? D'accord, oui, il faut faire attention effectivement de voir d'où on vient. Exactement. Et donc, on se rend compte que par exemple, en Europe, on est plutôt en récession par rapport au niveau de 2019. D'accord. Ensuite, donc, on veut participer à la hausse, mais on est conservateur. Deuxième phénomène qui nous pousse à être conservateur, c'est les flux. Alors nous, on aime beaucoup analyser les flux, que ce soit sur les instruments financiers classiques et sur les dérivés. Sur les instruments financiers classiques, qu'est-ce qu'on observe? C'est l'énorme phénomène, le boom des flux retail, donc des investisseurs particuliers aux États-Unis. Des taux de 3 à 5 fois supérieurs depuis le début de la crise Covid par rapport aux années d'avant. Oui, c'est dû à quoi? Oui, ils font quoi concrètement? Alors, est-ce que c'est parce que les casinos à Las Vegas étaient fermés? Je ne sais pas. Mais, donc ça donne votre avis sur ce type de produit alors, en tout cas? Non, alors, en blague en moins, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai phénomène où les gens se sont, et on l'a vécu en France, se sont sentis concernés par leur épargne. Ils ont eu le temps de s'y soucier. Et puis, il y a eu le numérique est venu, les plateformes, maintenant on achète des actions sur notre téléphone portable avec des blogs, tout ça, ce phénomène-là a pris forme et a eu un engouement. Alors évidemment, ces investisseurs, ils achètent en bas, ils moyennent à la baisse, ils buy the dip. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une petite correction sur les S&P 500, tout de suite on voit les jours d'après, hop, tout est rentré dans l'ordre. C'est des gens qui savent ce qu'ils font quand même, s'ils sont capables entre guillemets, d'accompagner une baisse ou de... Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs de marché qui n'ont jamais connu la baisse. D'accord. Et y compris que ce soit des professionnels ou des particuliers, des phases de baisse telles que 2000-2003, explosion de la bulle Internet, ou 2008-2009, crise de Lehman. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Ils regardaient l'an dernier. La crise, on a l'impression qu'elle a duré 1 mois et demi, 2 mois. Et puis finalement, 3 mois après, on est revenu au niveau de départ. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Et il y a énormément de pédagogie à faire. En tout cas, nous, on s'y attelle. On a envie d'en faire énormément. Ensuite, le dernier point qui nous met un petit peu de façon inconfortable et d'avoir une confiance aveugle dans les marchés, c'est les flux sur les instruments donc dérivés, dont on est un peu expert. Très concrètement, qu'est-ce qu'on observe? On observe des niveaux de volatilité implicite. Alors là, n'ayons pas peur des mots, la volatilité implicite, c'est tout bêtement la volatilité qu'on peut observer comme étant anticipée par les flux sur les options. Si je la fais simple, aujourd'hui, les gros investisseurs... Plus il y a de volatilité du coup ou pas Plus il y a d'investisseurs qui craignent des retournements et des fortes baisses, plus la volatilité anticipée à 12 mois est forte. Et cette volatilité, elle n'a pas baissé quasiment depuis 18 mois. Mais elle était à un niveau élevé depuis 18 mois? En 2020, avril-mai, elle est montée à des niveaux très hauts. Ensuite, elle a légèrement normalisé et puis elle est restée sur un plateau très élevé, bien plus élevé que ce qu'il pouvait être en 2019. Mais donc ça veut dire que tout le monde en fait veut accompagner la hausse, mais tout le monde se couvre à la baisse, c'est ça? C'est un petit peu ça, c'est ce qu'on observe chez les gros investisseurs, chez les instits. C'est exactement ça. Alors, donc on a compris, donc vous allez bien sûr sur les actions, en vous couvrant. Et sur quelles actions surtout vous allez? Est-ce que c'est plus des européennes? Alors, on a un biais plutôt Europe. Dans le fonds actions couvert, on va être plutôt sur des actions de l'univers de l'Eurostoxx 600, donc Europe. C'est Equity Defender du coup? Voilà, c'est ça. Et il a un label ESG, on lui a mis également un biais qualité bien adapté au nouveau contexte. Donc ça, c'est pour la partie action protégée. Et puis sur la partie action, mais avec un profil dit de rendement, donc c'est l'expertise perspective stratégie. Et là-dessus, on va être plutôt Europe, mais un peu d'US également, la dominante restant Europe. Et je note rapidement l'ESG, ça veut dire que même quand on fait de l'analyse froide des marchés, on y met quand même un peu de conviction, pas forcément de scénario de marché, mais un peu de conviction. Alors, l'ESG, de toute façon, c'est aussi une contrainte. Donc voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une contrainte de gestion. Et donc nous, on est comme les autres. Vous n'avez plus vraiment le choix. On l'applique. Et en revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans le greenwashing et autres. Ça ne nous plaît pas. Donc nous,
on vient cocher les cases qu'on nous demande de cocher. Ensuite, ce qu'on trouve de très intéressant, et on a sorti une petite série d'articles là-dessus, c'est que l'ESG, ce qu'on aime jouer avec l'ESG, c'est le momentum ESG. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise fait de plus en plus d'efforts pour être bien notée en E, en S ou en G ou pas? Et on pense que plus elle fait d'efforts à être bien notée, plus elle va attirer et potentiellement, ça peut jouer sur son cours. Et donc, c'est ce qu'on suit. On a fait un partenariat avec une fintech française pour créer nos propres indicateurs ESG et suivre ce momentum ESG. D'accord, bah c'est intéressant. Je pense que ça vaudra le coup d'en discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup Arthur David Boyer. Je rappelle que vous êtes directeur commercial retail chez LFIS Capital. On a vu ensemble les différentes façons qu'on pouvait avoir de s'exposer aux actions. On se retrouve tout de suite à présent dans le Club Expert.